produit chaque année 4 fois mon poids de déchets qui vont être brûlés. C'est énorme. On consomme trop, on produit trop. On fait péter la planète. Le zéro déchet, c'est une démarche militante. On commence à réfléchir à ce qui va passer dans la poubelle. Du coup, on va commencer à réfléchir à ce qu'on achète. On ne peut plus être simplement dans les petits pas. En réalité, le recyclage, ça ne questionne pas le problème de la production des déchets. Ça questionne simplement comment on va les gérer. C'est-à-dire qu'on produit toujours autant de déchets, mais on les recycle pour reproduire en général quoi? Des produits jetables. Les solutions du passé ne sont pas les solutions de l'avenir. Il s'agit de l'effondrement de la biosphère, c'est-à-dire de l'effondrement de nos conditions de vie. Il n'y a plus d'alternative. En 2013, j'ai découvert les Freegan, un mouvement new-yorkais qui pratique la récupération alimentaire par militantisme pour réduire le gaspillage alimentaire. Et c'est en m'informant, en me documentant sur ces mouvements-là que je me suis dit que j'allais aller voir comment ça se passait en France, tout simplement. J'ai juste ouvert les poubelles et j'ai trouvé tellement de gâchis, tellement de nourriture, tellement d'objets que je les ai pris. Les déchets, c'est à peu près les seules ressources qui sont à personne aujourd'hui, qui ne sont pas appropriées en fait, puisque c'est abandonné. C'est la première personne qui les veut, qui les prend, qui se les approprie. Donc ça devient une habitude, comme faire ses courses. À partir du moment où on sait que des poubelles sont pleines de nourriture encore consommable, on ne peut plus laisser les éboueurs passer sans essayer de récupérer avant. C'est quelque chose, c'est presque un réflexe humain en fait, de sauver tout ça. Là, le camion de poubelle a démarré, donc on peut y aller. J'attends toujours le dernier moment pour être sûre que je prends dans des poubelles qui vont être mises à la benne après, pour éviter de faire concurrence éventuellement à d'autres glaneurs ou d'autres glaneuses qui auraient besoin de récupérer pour vivre, pour manger. Alors là, il y a beaucoup de choses, hein. Beaucoup de fruits et légumes. Une cagette entière de poireaux, ils sont tous en bon état. On va voir au prochain. Pourquoi est-ce que nous, on est capable à ce point de jeter cette nourriture sans autre forme de procès et de penser que c'est plus pratique de faire comme ça, voire c'est plus hygiénique, ou en tout cas c'est plus rentable. Comment ça se fait qu'on en arrive là et à se demander pourquoi récupérer? Alors que la vraie question, ça devrait être pourquoi jeter en fait. Ouh. Bonne pioche. En fait, mettre des choses dans du plastique, ça les abîme en fait. Ça fait que ça chauffe plus. Les pêches. Plus les choses sont empaquetées, plus elles moisissent. La grande distribution ne sait pas gérer ces stocks, ou alors en tout cas les gère d'une façon qui fait une grande place au gaspillage. C'est parmi les enseignes qui jettent le plus de nourriture. Ils commandent beaucoup tout le temps. Ils ont beaucoup de produits emballés avec des dates de péremption dessus. Et tous les jours, ils doivent sélectionner un certain nombre de produits qu'ils vont sortir du rayon et qu'ils vont mettre à la poubelle. Et comme le fait de jeter et de gaspiller aujourd'hui, c'est rentable pour tous ces grands commerces, finalement, ils protègent parfois aussi ce système qui les arrange parce qu'ils veulent donner une image d'abondance. Donc ce sont des stratégies marketing qui ont été mises au point par les employés de ces grandes firmes et qui après sont transférées sur le consommateur. Le consommateur veut des tomates parfaitement rondes. Alors vous comprenez, une tomate un peu abîmée, on la jette. Le consommateur veut pouvoir manger des quiches aux poireaux toute la journée jusqu'à la fermeture de la boulangerie. Donc vous comprenez, on fait des quiches aux poireaux et après on les jette. Mais en réalité, le consommateur ou la consommatrice n'a jamais exprimé ça.
Quand vous faites les poubelles, finalement, vous n'avez plus besoin d'acheter et vous ne devenez pas acteur de cette économie qui vous dégoûte, en fait. Quand on sait qu'elles sont polluantes, exploitantes, dispendieuses. Le gaspillage alimentaire, ça concerne aussi bien les supermarchés que les magasins bio. La preuve, voilà. Donc des petites échalotes. Donc certaines là-dessus sont peut-être pas consommables, certaines sont molles, d'autres sont dures. Donc ça, beaucoup de gens sont capables de faire la différence. Il suffit de se fier à ses sens, pas besoin d'une date. Ça aussi, c'est un problème de gestion qu'on trouve beaucoup dans les commerces, notamment les supermarchés. C'est-à-dire que dès qu'un produit va être légèrement abîmé, que ce soit le produit lui-même comme cette tomate qui a un petit peu abîmé, ou que ce soit l'emballage qui est ici déchiré, ils vont jeter tout le produit. Tous les soirs, les commerçants de quartier jettent des produits à la poubelle. Et en fait, il y a plein de gens autour qui seraient ravis de récupérer ces produits. Donc comment est-ce qu'on connecte les gens au bon moment, au bon endroit, pour leur permettre d'agir ensemble contre le gaspillage? Bonjour, je viens pour un panier Too Good To Go. Pour un Too Good To Go? Ouais, c'est Allez, ça. c'est parti, je m'occupe de vous. C'est du coup l'application Too Good To Go qui connecte les commerçants de quartier qui ont des invendus au moment de leur fermeture et les citoyens du quartier qui vont passer récupérer ces produits, un panier surprise de produits invendus et du coup créer vraiment un modèle gagnant-gagnant. Ça, c'est de la nette avec du poisson, ce sera très bien. Elle a un petit peu séché, mais un petit peu sous l'eau au frigo et c'est parfait. Ça a l'air Et top. merci d'avoir Hein. sauvé ce petit panier. Merci beaucoup. Allez. Aujourd'hui, il y a encore 870 millions de personnes dans le monde qui sont mal nourries. Donc comment est-ce qu'on peut se permettre de jeter un tiers de la nourriture produite alors que 870 millions de personnes ont faim chaque soir? C'est la grande campagne qu'on a lancée cette année pour la journée de l'environnement. Donc voilà, ça c'est les posters qu'on a fait avec 14 artistes en Europe. Donc Too Go a proposé un poster, une affiche sur le thème du gaspillage alimentaire. Et en fait, donc là, on va les vendre, les utilisateurs vont pouvoir les acheter et tous les bénéfices vont être reversés au Programme alimentaire mondial de l'ONU. Il y a effectivement de plus en plus de dates symboliques qui sont choisies par des organismes comme l'ONU, par le gouvernement français, par l'Europe, pour se dire il faut prendre conscience de ce qui se passe et agir. Je pense que par contre, en termes de solutions, ces bonnes pratiques et ces nouvelles façons de penser et d'agir, elles vont vraiment venir du terrain. On a besoin des acteurs qui sont au contact de l'alimentation tous les jours pour essayer de changer la façon dont ils agissent. Et ça, bien sûr, ça commence par le consommateur, mais c'est tout au long de la chaîne alimentaire qu'il faut agir et changer la façon dont on fait les choses. En réduisant le gaspillage alimentaire, on crée aussi de la valeur économique. Il y a plus de 1000 collaborateurs chez Too Good To Go qui ont un emploi grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, avec l'ampleur qu'a pris le mouvement Too Good To Go, on sauve plus de 2 repas chaque seconde. C'est allé très très vite. On est à plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde. On a près de 100 000 commerçants maintenant dans 17 pays en Europe et en Amérique du Nord. On va bientôt arriver à la barre des 100 millions de repas sauvés depuis le début de l'aventure Too Good To Go. On pense que d'ici 2024, on pourra avoir sauvé 1 milliard de repas de la poubelle. C'est vraiment montrer que finalement la réponse à cette crise climatique dans laquelle on est, c'est un mouvement de masse qu'on va créer de changement d'habitude et d'amélioration des comportements. Depuis que le gaspillage alimentaire est devenu une question politique, dans les années 2010 en France en tout cas, c'est un domaine qui évolue en permanence avec de nouveaux acteurs qui arrivent sur le terrain. D'abord, il y a eu des associations qui ont voulu dénoncer ce gaspillage, qui ont voulu créer de la redistribution gratuite, qui ont fait des cuisines collectives, etc. Et puis progressivement, il y a des acteurs économiques qui sont rentrés sur ce terrain-là. La démarche déchétarienne, frigane, on peut l'appeler comme on veut, elle se distingue de systèmes comme par exemple Too Good To Go ou d'autres applications. C'est-à-dire qu'elle défend aussi une gratuité autour de ses ressources et surtout, elle porte un regard critique sur la production de ces déchets. Parce que redistribuer, revendre, c'est bien beau, mais il faut quand même questionner pourquoi ces déchets sont produits. Il faut quand même questionner la chaîne de valeur qu'il y a derrière. Et dire que oui, si on gaspille trop, c'est peut-être parce qu'on produit trop.
et pas parce qu'on consomme pas assez. Quand on trouve les trucs dans les poubelles, c'est mieux de les laver. Après, quand ça vient de cagettes qui sont entreposées dans la rue, c'est à peu près le même niveau d'hygiène que quand on prend dans les cagettes chez le primeur, donc c'est pas sale en fait. Hein. La grosse prise du jour, c'est cette cagette de poireaux. Hein. En réalité, le calibrage des fruits et des légumes, ils sont soumis à des normes européennes assez drastiques qui font qu'on va jeter une partie de la production, même en amont de la distribution, si ça ne correspond pas aux normes de calibrage des fruits et légumes européens. Donc peut-être que voilà, on va avoir plus l'habitude de voir des poireaux comme ça. Et donc ceux qui sont fins comme ça, on se dit ah bah c'est pas exactement ce qui plaît au consommateur. Mais en réalité, le consommateur il sait très bien que ces poireaux-là sont tout à fait mangeables. On a lancé tout un pacte sur les dates de consommation. Et donc aujourd'hui, il y a des centaines de produits qui ont apposé après la date à consommer de préférence avant le, ce petit pictogramme. Après cette date, observer sans goûter avant de jeter. Nos sociétés ont l'habitude d'être régies par des pouvoirs verticaux et qu'on a l'habitude de tout le temps attendre que le gouvernement prenne les décisions. Aujourd'hui, on sait qu'on a une force de frappe énorme quand on fait les choses ensemble. S'il suffisait que tout le monde ait conscience d'un problème pour que ce problème disparaisse, il y a longtemps que beaucoup de problèmes auraient disparu. Encore une fois, ce n'est pas la faute des consommateurs ou des consommatrices qui seraient ignorants. C'est la faute des producteurs, des distributeurs et de tout ce système de production alimentaire qui crée ce gaspillage alimentaire. Mais à partir du moment où on ne donnera pas aux gens le moyen de consommer autrement, de participer à d'autres formes de production, d'autres formes de partage, d'autres formes d'achat, ça servira à rien en fait de bassiner les gens avec des chiffres. L'idéal, ce serait ça, de produire une partie de sa nourriture, d'acheter pas trop loin des gens qu'on connaît, dont on connaît les pratiques. C'est très difficile quand vous habitez en ville. Bah, comment on fait ? Je ne suis pas à zéro déchet à 100% car c'est très difficile, mais je suis parvenue à réduire une grosse partie de mes déchets en quelques années. Je remplis une poubelle de salle de bain tous les 10 jours environ pour 2 personnes. J'ai commencé par observer ce que j'avais dans ma poubelle et c'était principalement des déchets liés à l'alimentation. Donc j'ai commencé d'abord par réduire mes déchets lors des courses quotidiennes. Bonjour. Je vais vous prendre un petit peu d'emmental et des œufs. Alors je vais vous mettre la date sur les œufs. Vous pouvez vous servir pour la moutarde, c'est hyper simple dans les... Oui, très bien. Je suis vraiment ravie qu'il y ait une épicerie comme ça qui est ouverte vraiment en bas de chez moi, qui combine le sec, mais aussi des fruits et légumes, du frais, parce que parfois c'est bien siloté. Oui, exactement, aussi tous les produits pour la maison. C'est que nous-mêmes on consommait en vrac, mais on n'en a pas beaucoup encore. Donc on s'est dit, le meilleur moyen de susciter que les gens arrêtent d'acheter du plastique, c'est de créer des épiceries et de leur donner envie. On essaie d'avoir une gamme vraiment le plus large possible pour pouvoir ne plus avoir de déchets chez soi, si on le souhaite vraiment. Donc effectivement, c'est un petit coût, mais qui n'est pas finalement si important parce qu'on prend la juste dose. J'étais ravie de découvrir que vous proposiez une consigne de lait. Ça faisait un moment que je cherchais ça et ça restait, je pense, mon déchet principal. C'est un énorme déchet en fait. C'est vraiment quelque chose, parce que on en consomme énormément et on n'en trouve pas. Et en fait, autrefois, on faisait la consigne, ça se passait très bien. Puis aujourd'hui, on a tout arrêté. Et nous, on a dit, on ne fait que de la consigne ici. Le plus gros frein au zéro déchet, ça va être la praticité. On s'est un peu détourné du zéro déchet. Aujourd'hui, en fait, on va acheter son lait dans des bouteilles en plastique parce que c'est moins lourd, c'est plus pratique. On a tout centralisé au même endroit et on a surtout déshumanisé en fait qui était derrière toutes ces productions. On peut avoir des échecs au début. Parfois, on se retrouve à vouloir aller faire ses courses sans avoir pris tout son matériel, ses sacs à vrac, ses boîtes, etc. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir fait l'erreur 1 ou 2 fois, finalement, c'est un réflexe que l'on acquiert. Je vais voir ce que vous aviez aussi comme couche lavable.
Donc là, on a des jolies couches qui sont fabriquées à Paris. Et voilà, je vais être... Hop, on ouvre comme ça. Il ne faut pas culpabiliser sans vouloir si on n'est pas à zéro déchet. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément aidé. Notamment à Paris, ici, où se trouvent les glaneuses, on n'a pas des champs tout près. Et donc il faut des vrais lieux de vie où on apprend à consommer autrement, où on se sent en phase avec notre urgence de consommation différente. Et c'était à nous de le faire. Nos critères de sélection, c'est d'abord d'essayer le plus possible d'être local. Alors évidemment, on ne peut pas le faire pour tout, mais dès qu'on a une alternative proche de Paris, proche de chez nous, on le fait. Pour plusieurs raisons. C'est en fait pour éviter les déchets, c'est aussi d'éviter les envois. Nous, on est indépendantes, on est toutes les deux, et quand les gens consomment chez nous, nous ensuite on va aller consommer chez les voisins, et il y a pas, voilà, ça passe pas dans à la bourse ou dans un grand capital. Et c'est ça aussi l'écologie, c'est de ramener l'argent à quelque chose de réel et de concret. Je consomme également davantage bio, local. Donc le cumul de tous ces critères fait que mon budget alimentation a augmenté. En revanche, le changement de mes modes de consommation a fait diminuer les autres postes. Donc je n'achète plus que des vêtements d'occasion, les meubles sont d'occasion, l'électronique, l'électroménager. Et donc tout ça, c'est beaucoup moins cher. Tiens, je voulais voir avec toi pour cela, je pense qu'on peut les sortir, ils n'ont pas les finitions de ouf. Soit essayer de les remonter à l'atelier pour voir si ça peut être retouché. Les Résilientes, c'est un atelier un peu particulier. On est le studio de design d'Emmaüs Alternative. C'est vraiment une rencontre entre moi qui suis designer de formation et cette association avec qui on a décidé de monter ce projet dans l'idée de faire de l'insertion professionnelle par la créativité en utilisant tout ce qui n'était pas vendable en l'état. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors je suis habitante du 2e et je viens déposer des objets à la ressourcerie. Donc là, il y a des chaussures et ici, vous avez des vêtements. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Dans l'upcycling, on garde vraiment la matière dans son état pour créer un objet où souvent on dit qu'il y a une valeur supérieure à travers l'artisanat, à travers le travail de la main en fait. Hier, Géraldine, elle a commencé à assembler les grands morceaux, vous avez vu? Je trouvais ça impressionnant. Hein. Sahar, toi, tu as pu voir aussi l'assemblage des grandes pièces? Oui, oui. Donc on va se concentrer sur ce qu'on appelle des gisements, c'est-à-dire des déchets qui se répètent chaque semaine ou de manière régulière. Donc on travaille beaucoup le textile, parce qu'il faut savoir que dans la fast fashion et tout ça, le textile est vraiment une des premières matières qui part au rebut. En fait, il est dit qu'un Français moyen va consommer 9 kilos de textile, qu'il y en a 3 qui va donner dans les filières, dans les bennes du relais, dans les structures Emmaüs, dans les ressourceries, et que sur ces 3 kilos, il y en a peut-être encore 1 kilo qui va être vraiment réemployable en état. Donc ça veut dire qu'il y a 2 kilos qui vont partir dans les filières du recyclage par Français moyen par an. Nous recevons par semaine à peu près 1,5 tonne, 2 tonnes de vêtements, exceptionnellement 5 la semaine dernière, à peu près 1 tonne de livres par semaine. En termes d'électronique, on doit être entre 500 kg et 1 tonne semaine. Ils arrivent donc à la collecte. Derrière, il y a un premier écrémage qui est fait en fonction de l'état qui est distingué, ça dépend des flux. Ce qui va être directement mis au recyclage ou alors directement évacué. Le plus important, c'est qu'il y ait le moins de pertes possible, que les gens puissent redonner vie aux objets, en fait, qu'ils puissent poursuivre leur vie jusqu'à épuisement.
On a l'impression d'avoir un travail qui a vraiment un sens. Puis les gens sont de plus en plus conscients, de plus en plus jeunes aussi. Les personnes qui viennent en fait dans nos ateliers, c'est des personnes qu'on dit en parcours d'insertion professionnelle, mais aujourd'hui, c'est des personnes qui ont des parcours hyper différents les uns des autres, qui ont déjà plein de connaissances. Donc nous, on aime à dire que c'est le projet qui s'adapte à la personne, donc l'atelier qui s'adapte à la personne, à son savoir-faire, plutôt que la personne qui va s'adapter à l'atelier. Je recyclais du plastique avant. C'est pour ça que la dame m'a sélectionnée. Quand elle a vu ce que je faisais, elle me dit « Ah, vous intégrez l'équipe ». J'ai recyclé les sacs poubelles, les sacs plastiques. Ouais. Ah, oui, j'en ai un là que j'ai fait, un de mes derniers. Voilà, ça, c'est des sacs poubelles. Les gens s'entendent bien, on travaille en équipe. C'est ce que j'ai appris ici, travailler avec les autres. Dans la pratique du réemploi et de l'upcycling, il y a forcément des valeurs écologiques, en fait, environnementales, de dire pourquoi produire des choses à partir de nouvelles matières, alors qu'il y en a tellement qui sont déjà en circulation et qui peuvent être la matière première de nouveaux objets. Mais il y a aussi des valeurs sociales et sociétales, c'est-à-dire que ces matières qu'on utilise au sein des ressourceries, au sein des structures Emmaüs, c'est des déchets qui sont locaux et donc ça permet de créer de l'emploi local aussi. Et c'est vraiment ce qu'on fait au sein des chantiers d'insertion par l'activité économique, c'est créer de l'emploi localement. Aujourd'hui, non, les résilientes n'ont pas un impact environnemental en termes de revalorisation parce que la tâche est immense en termes de déchets, de choses qui sont arrivées en fin de vie, qui sont obsolètes, que ce soit dans le livre, dans le textile. Notre impact, il va être plus sur montrer que c'est possible. C'est-à-dire, on peut faire des choses à partir de déchets, on peut faire des choses à partir d'une matière qui n'est pas neuve et on peut consommer du beau, de l'esthétique qui est fait à partir d'une matière qui avait déjà eu une première vie. Et donc c'est là que vraiment on est dans la descendance des métiers des bifins qui étaient de récupérer, réemployer, recréer. Donc on va vraiment dans la continuité de ce que l'abbé Pierre avait déjà mis en place en essayant de professionnaliser et de cadrer avec un axe vraiment design. Si on part de là et qu'on jusqu'au bout, il me semble qu'elle a vérifié le quantitatif. Le collectif Faire Avec, il est né d'une idée qui a émergé en février 2017 maintenant. On savait toutes qu'il y avait quelque chose qu'on voulait changer dans notre métier, dans notre pratique d'architecte. On se positionne beaucoup plus sur la reconstruction de l'habitat sur lui-même. Le déjà là a plus de valeur que ce qui n'existe pas encore, aussi qualitatif qu'on puisse l'imaginer. Ensuite, voilà, les éléments qu'on cherche encore, c'est 16 mètres carrés de carrelage, 15 mètres carrés de faïence. Toutes les cloisons qui sont autour du futur monte-charge, elles vont être démontables, de manière à ne pas créer du déchet dans la deuxième phase de travaux. On travaille à tisser des partenariats avec des entrepreneurs, donc ils peuvent avoir des stocks de leurs anciens chantiers aussi chez eux, dans leurs locaux. Il y a beaucoup de chantiers de démolition qui viennent aussi chercher à ne pas jeter les matériaux à la benne. On voit vraiment une énorme différence ces 5 dernières années où il y a 5 ans, personne ne parlait de réemploi ou très peu. Enfin, c'est des initiatives assez marginales. Et aujourd'hui, toutes les grandes entreprises ont une petite section chez eux qui travaille là-dessus. Et même, on se rend compte que là, ça va être de plus en plus cher de mettre en décharge. Donc, il y a des personnes qui travaillent à cette filière. Il y a des filiales de Vinci, de Bouygues. Ici, on a 7 portes, on doit avoir peut-être 20 mètres linéaires de cloison. Enfin voilà, on est sur des 15 mètres carrés de carrelage, c'est pas énorme. Et du coup, tout de suite, ça pose un peu question de est-ce qu'on se déplace pour aller chercher cette poignée de porte? Est-ce qu'on se déplace pour aller chercher 2 extincteurs? Notre stratégie, c'est d'aller chercher le plus possible sur un seul chantier pour que ça vaille le coup et que ce soit pas trop de logistique. Alors qu'à Montparnasse, là, pour le coup, juste sur le carrelage, on a 250 mètres carrés. Là, pour le coup, déjà, il faut 2 camionnettes. On avait 57 radiateurs. En une camionnette, on l'a rempli, quoi.
Donc en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est plus difficile sur les gros chantiers, mais on se rend compte assez rapidement qu'il y a une économie d'échelle qui n'est pas négligeable et qui permet finalement d'être beaucoup plus efficace et d'avoir des résultats beaucoup plus importants sur un chantier qui ferait peut-être plus peur. On a décidé de faire de 2 problèmes une solution. D'un côté, il y avait beaucoup de matériaux qui partaient à la benne, alors que parfois ils étaient neufs. Et puis qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient à mener et il n'y avait pas forcément les budgets ou l'enthousiasme à les mener. On essaye petit à petit de participer à cette filière de récupération de matériaux inexploités pour des projets à haute valeur sociale. C'était quand même un pari pour le collectif Faire Avec de passer d'un musée, le musée de la Libération, à Paris, là, au-dessus de la gare Montparnasse, à un centre d'hébergement avec la Fondation de l'Armée du Salut. C'était un défi assez contraint par le temps, chantier extrêmement rapide et un budget à maîtriser. On va vraiment chercher dans tout un tas de gisements différents. Et je pense que le centre ici d'hébergement Montparnasse, c'est un bon exemple, parce qu'on a vraiment tous les cas de figure qu'on peut trouver. Et nous voilà dans la salle à manger, avec l'ensemble des tables et des chaises qu'on a pu récupérer sur un chantier, donc avec des beaux pieds en inox polymiroir. Et là, on continue du coup toujours avec toutes ces lampes qui ont été récupérées, repeintes de manière à être un peu uniforme et de créer un espace plus convivial. Cette très grande cuisine qui est faite pour accueillir beaucoup de monde. Et de nouveau, tous les carrelages, alors cette fois, ils viennent pas d'une fin de série, c'est une erreur de chantier. Donc sur un chantier, il y avait des caisses et des caisses de carrelage qui ne servaient pas et qui étaient en train de pourrir, que nous, on a récupéré du coup pour les installer ici. Et là, le seul escalier du centre, du coup, celui qu'on a conservé, avec ces beaux garde-corps qu'on a conservés aussi. Les numéros de porte correspondent aux chambres. Là, on est les chambres famille. Ici, c'est les bureaux. Avec toutes ces cloisons qu'on a récupérées et réinstallées en réemploi sur site. Plus rigolo d'aller chercher des matériaux qui ont une histoire qu'on peut se raconter, plutôt que juste choisir dans un catalogue, ça crée autre chose aussi. Et après, c'est d'héberger les gens et tout ça. Voilà, tout ça. Aider les gens. Dans la démarche de la Fondation de l'Armée du Salut, la question de la participation des résidents et des résidentes à la vie du collectif est une valeur très importante. On va mettre de l'eau chaude dedans. Non, ça va. Après, il faut mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Après, il faut laisser reposer un peu, puis on peut l'utiliser pour nettoyer à peu près tout. Là, on travaille vraiment qu'avec des restes. Les résidents, en échange d'un pécule, participent à des actions au niveau de l'établissement. Donc il y a un atelier de jardinage, la cuisine et du nettoyage et du bricolage. On nous demande souvent si ça coûte moins cher de faire des travaux en récupérant des matériaux inexploités. Comme on n'aime pas répondre non, parce qu'on n'a pas envie d'être des architectes barbants et justement toujours dans la négation, on dit qu'en effet, faire des travaux avec des matériaux de récupération, ça a un coût plus bas, oui, mais pour la planète. L'avenir, c'est surtout de faire avec le passé, finalement. C'était ça ma deuxième punchline. On a un taux de chômage de 30% à Roubaix. Le taux de pauvreté est autour de 43%, ce qui est énorme. Donc les enjeux sociaux sont colossaux. Ce sont des familles, quelque part, qui sont déjà pionnières dans la sobriété. Roubaix, c'est un peu Détroit. On est ce même genre de ville qui avons connu une grande crise industrielle, qui devons nous en relever. Roubaix est devenu zéro déchet pour un constat de la ville. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de déchets dans les coins de rue ou devant les maisons. Un jour, on ne pourra plus habiter sur la Terre parce qu'elle sera trop polluée et ça
ça sera invivable. L'intérêt des familles, c'est aussi cette transmission aux enfants. C'est eux qui sont là pour préserver cette planète. Et le fait de les intégrer aux défis, le fait de les intégrer aux ateliers, on les touche directement. Le challenge des familles zéro déchet, c'est de réduire de 50% ces déchets en un an. On a la 16e saison du zéro déchet. C'est 600 familles qui sont investies au défi des familles zéro déchet. C'est plus de 300 ateliers. C'est aussi les écoles qui sont investies, les associations. On a toutes les chances avec nous parce que quand on est descendu au fond du trou, c'est beaucoup plus facile de tout remettre en cause et de se reposer les bonnes questions. Pour nous, la transition écologique, c'est clairement une chance qu'on doit saisir pour rebondir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les impacts environnementaux. Évidemment, en pensant qu'il n'y a pas de justice sociale sans justice climatique. Le BTP qui produit 73% des déchets de France, c'est un problème. La vacance urbaine, c'est un problème. On a aujourd'hui à peu près 11 millions de logements en Europe et 4 millions de SDF, c'est un problème. À chaque fois qu'il y a des choses qui nous ont impacté de ce type-là, on a réfléchi à des manières alternatives de faire. Si la question, c'est de savoir comment on peut réduire les déchets dans le BTP, c'est une question simple et c'est des réponses multiples et complexes. Oui, réduire les démolitions. Mais réduire les démolitions, ça veut dire augmenter les réhabilitations. Il y a des bâtiments qu'on détruit qui sont en bon état. On pourrait réhabiliter en plein de choses et qu'on détruit parce que c'est pas à la mode, parce que ça se vend pas, parce que les typologies ont changé. Les murs en briques, par exemple, ont une forte inertie thermique, c'est-à-dire qu'ils vont se chauffer très lentement. Mais ça, c'est pas bien et c'est pas mal. Ce qu'il faut voir, c'est que qu'est-ce qu'on en fait? Le couvent des Clarisses, c'est un projet qui regroupe énormément de choses qu'on a esquissées auparavant et qui se retrouvent toutes ici. La ville n'avait finalement pas les budgets parce que ça coûtait à peu près 20 millions. Nous, quand on dit qu'on réhabilite le lieu, c'est pas qu'on va faire ce qu'aurait fait ce projet à 20 millions. On va mettre des câbles partout, mise aux normes et compagnie. Ce qu'on fait, c'est qu'on redonne une vie au bâtiment, on le réactive. Quand on fait ça, on trouve plein de choses qu'on n'avait pas prévues avant, qui se trouvent être là, qui est déjà payé, qui est déjà produit, dont l'énergie a déjà été dépensée, donc c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Et en fait, on peut très bien s'en accommoder. On a aussi beaucoup travaillé sur la réhabilitation de la maison 1930, qui est une typologie d'habitat dans le nord de la France qui s'est construit entre 1880 et l'entre-deux-guerres. Et ce logement-là, c'est 60% du logement dans la métropole. Et il se trouve qu'on ne sait pas le réhabiliter. Et on ne sait pas le réhabiliter thermiquement. Le lit d'auberge, ce principe, c'est de garder les 100 watts à peu près que génère chaque corps humain à l'intérieur et d'avoir le principe saisonnier, c'est-à-dire une couche fixe opaque, une couche, donc ça c'est la couche d'hiver qui permet d'isoler, et une couche d'été qui est une moustiquaire. Donc on peut enlever les choses en fonction des saisons. Ça permet d'avoir un espace bien isolé à l'intérieur, qu'on peut chauffer très rapidement avec un petit souffleur de 500 watts. En guise de comparaison, une bouilloire électrique, c'est 3000 watts, donc c'est quand même vraiment très peu. Après, ce qu'il faut dire dans ce lit, qui est intéressant, je pense, c'est que c'est finalement un condensé de nos préoccupations, parce que ça répond à la question de la précarité thermique, d'expérimentation, et puis il y a aussi beaucoup de réemploi dedans. Le lieu dans lequel on est installé aujourd'hui, il est en gestion transitoire par une équipe qui s'appelle ZERM avec d'autres associations. La dureté du contexte, parce qu'il n'y avait pas de chauffage cet hiver, les a amenés à réfléchir à des solutions astucieuses, par exemple à réinventer le lit clos pour réussir à dormir en conservant au maximum son énergie. Et je me dis que c'est une image qui peut aussi coller à la ville de Roubaix finalement. Comment, en prenant conscience des difficultés du contexte, mais aussi des ressources qu'on peut avoir à proximité ou dans son entourage, on arrive à réinventer des solutions sans forcément être hyper technologiques, hyper coûteuses et facilement reproductibles. Toutes les actions qu'on fait ici doivent être réversibles. On a mis des bouchons thermiques. C'est une alternative du remplacement de toutes les fenêtres en double vitrage. Notre projet s'appelle Saison 0. Notamment pour ces adaptations saisonnières. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement réversible qu'on pose l'hiver, qu'on enlève l'été, et qui permettent de participer à
cette recherche sur les questions thermiques. Alors, on est dans le cadre du festival Zéro Déchet à Roubaix. Et Roubaix, c'est une ville qui a connu une expansion vraiment importante au moment du 19e siècle. Et on a construit beaucoup de logements pour pouvoir accueillir les gens qui sont venus travailler au moment de la révolution industrielle. Donc, il y avait 10 000 habitants en 1800, il y en avait 120 000 en 1900. Et on a construit très vite beaucoup de maisons, pas isolées en fait. Et à l'époque, le chauffage ne coûtait pas très cher, donc c'était pas une préoccupation principale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces maisons qui existent encore, elles sont à l'origine de factures très importantes et c'est ce qui peut entraîner la précarité. On est plusieurs représentants du collectif des possibles et on va vous proposer de participer à notre atelier du bâti. Le lien entre zéro déchet et précarité énergétique, pour nous, c'est lié à cette volonté de ne pas gaspiller l'énergie. Nous, la réhabilitation n'est pas que technique, elle est aussi morale, elle est esthétique, sociale, affective. Donc ça veut dire qu'on remet un programme. C'est la buvette, la mise à disposition d'espaces pour des groupes, pour des mariages, pour des choses comme ça, des bureaux et ateliers. Une salle de spectacle et de concert. À partir du moment où il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qu'il y a des enfants qui viennent faire des événements, qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui dorment, bon, tout ça, ça lui donne une vie. Oui. L'ouvrage de Nova est intéressant, il y a tout un truc sur le bidouillage, un petit peu là. Pour monter ça, il a demandé à des gens de lui donner leurs ordinateurs personnels, mais qu'ils n'utilisaient plus, qui étaient cassés. Et il leur a dit surtout, vous n'effacez rien sur le disque dur. Je veux le disque dur intact avec tout ce qu'il y a dessus. Moi, je pourrais pas. Disques durs. L'espace croisé est un centre d'art contemporain. Et nous avons déménagé récemment au sein de Saison Zéro. Les Clarisses étaient des sœurs qui avaient un principe de vie très, très frugal. Elles ne jetaient rien et nous, en s'implantant ici dans ce nouveau bâtiment, nous avons voulu repenser notre modèle de développement durable. En tant que centre d'art, nous produisons de nouvelles pièces et nous demandons à nos artistes de penser le réemploi. On a dans nos gènes cette innovation-là, cette créativité. Donc la ville a des ressources, elle a un passé, elle a des ressources et elle peut rebondir par la créativité, par l'innovation. On a eu un renouveau dans Roubaix déjà avec le street art qui s'est vraiment imposé dans la ville. Et puis là, depuis quelques mois, il y a vraiment une résilience du textile depuis la Covid. Et c'est vraiment fantastique parce qu'on retrouve ce qu'on avait perdu avant. Roubaix, il faut savoir que c'est la deuxième ville la plus pauvre de France, mais c'est aussi ce qui fait toute sa richesse, parce que c'est un peu le phénix qui est en train de renaître de ses cendres. Et Roubaix, qui a été le fleuron de l'industrie textile il y a 40 ou 50 ans, a toutes les richesses nécessaires pour que l'histoire se passe ici. Et il y a autre chose aussi dans cette ville, dont je suis tombée amoureuse en fait, c'est que c'est la première ville pilote zéro déchet, zéro gaspille. Alors vous allez me dire, c'est une démarche de bobo. Mais pas du tout, parce que dans ces familles, il y en a 100 qui dépendent de l'aide alimentaire. Et on s'est dit que la mode pouvait être un vecteur d'insertion. On a créé un programme de mentoring réservé à des jeunes en difficulté entre 18 et 25 ans, où on s'est dit qu'on pouvait aller les chercher en créant des ateliers d'upcycling pour essayer de les sensibiliser à une consommation un peu plus propre, parce que c'est quand même les premiers à acheter parfois des vêtements, on va dire, fabriqués à l'autre bout de la planète dans des conditions pas terribles. C'est un programme qu'on a mené et qu'on mène toujours depuis 2017. Et l'objectif de ça, c'est de les aider soit à retrouver le chemin de l'école, soit à trouver un emploi. Oui, le zéro déchet crée des emplois. L'économie circulaire crée des emplois non délocalisables, parce que les déchets, ils sont dans la ville, ils sont là,
il n'y a pas de sens à les envoyer en Malaisie ou en Chine. Ils sont ici et autant les transformer ici pour en faire des nouvelles ressources. On a plus d'une trentaine d'entreprises déjà créées autour du zéro déchet. Résilience a été construit très rapidement, c'est-à-dire qu'on a appris à courir avant de savoir marcher. On a visité le lieu le 25 avril, le 28 on signait le bail, le 1er mai on livrait 130 machines. Voilà. Ceux qui savaient coudre partaient en machine et ceux qui ne savaient pas coudre on les formait en direct et on faisait des masques. Et comme les commandes donc, du projet Résilience qui démarrait sont passées de 2 millions à 22 millions, on a créé un deuxième atelier où on se trouve aujourd'hui, qui est une entreprise d'insertion où on associe à la fois la production de textiles en local et on aide des gens qui sont en difficulté. Pour certaines marques, un atelier de cette ampleur ne s'était pas vu depuis très longtemps. C'est un des rares ateliers aussi grands, aussi gros en France. Il y a 120 personnes qui y travaillent. Et l'idée, ça a été de se dire, puisque Résilience forme les gens à de la confection textile, ben forcément on va aller chercher chez les marques pour se dire on va faire autre chose que du masque. C'est une vraie discussion après qu'on a avec les marques, c'est de se dire effectivement est-ce que vous pouvez relocaliser 5% parce que nous ça va pérenniser les emplois quoi, sur tout le réseau Résilience, c'est ça l'idée. On travaille avec Jules, on a fait la collection upcycling avec eux, 400 pièces qui a été vendue comme ça, qui a marché. Ils ont d'énormes bâches dans les magasins sur lesquelles il y a des visuels qui sont imprimés. Donc on a récupéré des bâches avec lesquelles on a fait des vêtements. On est en train de construire tout un écosystème qui va permettre à tous les habitants, à tous les acteurs de la ville de consommer différemment et de produire plus localement. On part d'un monde dans lequel on était dans une économie linéaire, dans lequel je prends la ressource, je l'utilise, je la jette. Et il faut aller vers cette économie circulaire dans laquelle je prends la ressource, je l'utilise, je la transforme, je l'utilise, je la répare, je l'utilise. C'est toujours plus facile d'aller jeter et d'aller incinérer, mais ce qu'on cherche, c'est vraiment là quelque chose de différent et qui est beaucoup plus vertueux à l'échelle d'un territoire. Il y a plus de 60 commerçants qui sont labellisés zéro déchet. On a des gens qui viennent habiter Roubaix parce qu'on fait du zéro déchet. On a eu un tas d'entreprises qui se sont créées. Roubaix, c'est un choix évident puisque finalement Roubaix est là depuis le début et Roubaix est un terreau fertile en fait. Il favorise les rencontres entre les uns et les autres. L'origine de Haut la Consigne, c'est une suite de rencontres. La toute première, c'est de nouveau Roubaix. L'élu de la ville en charge des familles zéro déchet, Alexandre Garcin, a fait un appel à porteurs de projets pour développer des solutions d'économie circulaire sur Roubaix. Dedans, il y avait la consigne. Et ça a été comme un appel pour moi en fait. Ça arrivait à un moment professionnel de ma vie aussi qui était le bon moment. Et je me suis dit que j'avais envie d'investir mon énergie dans cette nouvelle économie-là, en fait, parce qu'elle faisait sens pour moi. Et puis la deuxième rencontre, c'est avec la brasserie Moulin d'Ascq, où on est situé aujourd'hui, qui est notre premier partenaire et qui avait aussi envie de remettre la consigne et qui était convaincu depuis le début qu'il ne fallait pas le faire seul, qu'il fallait être à plusieurs pour mutualiser en fait, les solutions opérationnelles. Le premier sujet qu'on a évoqué, c'est l'étiquette. Le premier changement comment ça colle, comment ça se décolle surtout. Quoi. La consigne, il y a 40 ans, effectivement, c'était quelque chose qui était très développé et qui était encore courant en fait, dans la région. Ça s'est perdu, notamment parce que la France a fait le choix de miser sur le recyclage. Et le recyclage est utile en soi. Mais on sait aujourd'hui que le réemploi, c'est quand même plus intéressant que le recyclage. Donc on économise quand même un tiers d'eau. On va économiser aussi 75% d'énergie parce qu'on va laver à 80 degrés plutôt que faire fondre à 1500 degrés. Donc on n'oppose pas les deux, mais on dit que tout ce qu'on peut réemployer, réemployons-le d'abord et attendons vraiment une fin de vie et non pas un usage unique avant de recycler. Alors, regarde Amaury, là les bouteilles elles sortent de la laveuse, regarde elles sont encore chaudes parce qu'elles étaient à 80 degrés. Et là elles vont aller sur la ligne en continu et elles vont partir, se faire inspecter d'abord avant de se faire re-remplir. Nous on a voulu faire les choses un peu différemment puisque aujourd'hui, sur la distribution globale, quand on est client, plus rien n'est fait pour qu'on puisse rapporter sa bouteille. Pour les clients, c'est un apport volontaire.
C'est-à-dire qu'ils achètent leur bouteille comme d'habitude, mais au lieu de la mettre dans leur poubelle de verre, ils la rapportent au magasin, dans l'étagère de collecte qui est mise à disposition. Ils ont juste à la déposer dedans. Et nous, on va la collecter et ensuite la laver. Depuis notre création en 2020, on a collecté, lavé et réemployé 40 000 bouteilles. Et le but du jeu, c'est de progresser au fur et à mesure et d'arriver sur un annuel à 8 millions de bouteilles, en fait. Et à haut la consigne. Santé. Et la durée de notre partenariat. Ouais. Table 7, c'est bon. J'y vais. J'avais la table 7. Où est la table 7 ? On pratique une nourriture qui est faite maison tous les jours et fraîche. Donc par exemple, toutes les épluchures du matin partent au compost. On ne produit pas de déchets. Et voilà, on s'inscrit dans cette démarche globale qui correspond aux valeurs de la coopérative Baraka. Donc 2 tartes courgettes, une verrine fraise, une bière et un jus de fruits, ça nous fait 28. Ça vous a plu? C'était super bon? Bon. Mathieu, c'était super bon! Bon Mathieu, je vais porter les déchets au compost. Allons-y. Le déchet, c'est l'objet ultime qu'il faut éliminer en amont et pas simplement recycler ou trier. C'est pas normal qu'il y ait du déchet en fait. Donc quand vous faites du compost, des choses comme ça, vous prenez conscience que c'est une richesse aussi. L'agriculture urbaine, elle s'impose à nous. Quand on fait du zéro déchet, on fait du compost, on fait de la matière organique. Et puis à côté de ça, on a aussi beaucoup de friches à Roubaix. Donc voilà, si on a des terrains, si on a de la matière organique, a priori, on peut faire de l'agriculture. C'est la suite logique du zéro déchet. La ferme du Trichon, c'est reconvertir une friche industrielle au cœur de Roubaix pour en faire une zone de production maraîchère et fruitière. C'est une tentative de prendre un sol épuisé par le productivisme, l'extractivisme, etc., et de le rendre à nouveau vivant et donc très productif. Et ce faisant, comme c'est pas très grand, c'est pas avec ça qu'on va nourrir une ville de 90 000 habitants, évidemment. C'est réapprendre aussi le travail manuel, qu'on ne fait plus beaucoup. Réapprendre à jardiner, réapprendre à faire pousser des légumes pour nous inciter à retrouver le lien avec notre alimentation et à nous inciter à réfléchir sur nos modes de consommation. Aujourd'hui, on va faire en gros 2 ateliers. Bon là, il y a de la drèche qu'on est allé chercher avant-hier à la brasserie Hub là-bas. Donc on va aller le mettre le long du terrain là-bas et puis on va commencer dans la foulée à aller chercher les composts de fumier. C'est aussi l'occasion de se dire, nous avons partie liée avec des êtres vivants du sol, tout petits, qui font 2 mm et même en dessous, qui transforment la matière organique qu'on va leur apporter en éléments nutritifs pour des plantes qu'on va manger. Ce qui est intéressant de noter, c'est que voilà, là, c'est à la fois de la merde de vache, hein, on va le dire simplement, donc qui est plein d'azote, et de la paille. Ce qui fait que c'est déjà un mélange entre de l'azote et du carbone qui va nous permettre, dans 3, 4, 5 ans, d'avoir un sol où on peut produire biologiquement, intensivement, des fruits et des légumes surtout, qui pourront être récoltés par les habitants du quartier. Les valeurs qu'on défend, c'est essayer de faire une alimentation de proximité et d'essayer d'anticiper des situations de pénurie alimentaire potentielle. On a perdu les ceintures maraîchères qui existaient au XIXe siècle, notamment autour de Paris. Toute cette autonomie alimentaire, il faut la repenser, parce qu'en fait, on est essentiellement urbain. Et donc, l'enjeu de penser la campagne et l'agriculture, il se joue aussi dans les villes. Et donc, moi, je crois vraiment à la multiplication des micro-expériences comme ça, qui nous permettent de nous transformer individuellement, collectivement, et peut-être de créer un mouvement, parce que je pense qu'on ne peut plus dire des choses sans faire. L'agriculture urbaine pour l'agriculture urbaine, ça n'a pas d'intérêt. Nous, on pense que
Ici, c'est un totem. C'est pas, voilà, j'ai une idée, je vais faire une ferme urbaine, je m'installe comme un entrepreneur, je dirais, et puis je fais une appli. Là, on a une dynamique collective. Et les associations sont très mal en point aujourd'hui. Elles sont peu reconnues. La figure qui est reconnue, c'est l'entreprise, c'est le créateur d'entreprise. C'est pas le collectif associatif militant. Je crois qu'il y a 70% des gens qui sont malheureux dans leur travail, qui s'ennuient dans leur travail parce que justement, il manque de sens. Et donc, je pense que c'est dans des collectifs qu'on retrouve associatifs, qu'on rediscute et qu'on repartage de véritables projets. Ce qu'on espère arriver à faire, parce qu'on a proposé à la métropole européenne de Lille de financer ça, c'est de dire comment on fait, quand on a des espaces comme ça en cœur de ville, pour les transformer en espaces qui vont recréer de la vie et apprendre à se nourrir de nouveau sans que nos légumes, nos fruits fassent 1000 bornes avant d'arriver dans nos frigos. Ça marche bien, mais l'innovation, c'est toujours un peu compliqué. Donc on espère qu'on va arriver à faire ça. Donc il faut passer l'étape d'au-dessus, il faut d'autres moyens. Le risque de l'économie circulaire, c'est de dire on peut continuer à consommer comme on consomme, puisqu'on va réussir à tout recycler. On peut faire du propre. C'est le scénario croissance verte. C'est-à-dire on ne change pas nos modes de vie, mais on aura des énergies propres, on va tout recycler. Et ça, on sait que ce n'est pas possible. Parce que les volumes augmentent toujours. Je prends toujours l'exemple du moteur de la voiture. Il pollue 100 fois moins que les voitures des années 50. Le problème, c'est qu'on consomme 100 fois plus de voitures. Et que tout le monde veut une voiture. Et même quand elle sera électrique, comme on va consommer encore plus, à chaque fois qu'on fait un progrès technologique, c'est un argument pour consommer plus. Et pour finir, ça fait plus de déchets. Et donc on est obligé de penser vraiment une forme de décroissance des biens matériels déjà, dans nos sociétés, et une forme de sobriété. Et la question, c'est comment on rend une sobriété heureuse. Comment, tout d'un coup, la sobriété devient quelque chose d'attractif et devient une norme qui soit aussi forte que la norme d'avoir sa bagnole, sa maison, ses vacances à l'autre bout du monde, et qu'on peut vivre libre et heureux avec peu de choses. Voilà, là-dessus. Et on y retourne. La vie est un long recommencement.